Là, du coup, je vais pouvoir déposer le ventilo. Alors, du coup, il manque encore une vis là. Voilà, on extrait le ventilo, hein, qui est HS, qu'on va disposer quelque part ici. Du coup, on va pouvoir à la fois aussi retirer, donc on va vérifier que ça tient bien, voilà. On va retirer aussi le brûleur en même temps. Et avant cela, on va d'abord retirer les broches sur les cendres des électrodes d'allumage. Ensuite, on va retirer sans trop forcer. Voilà. La colonne d'admission Airgaz, hein. Donc ça c'est une colonne d'admission. Voilà. Donc dessus vous allez avoir la sonde de ionisation et vous allez avoir l'électrode d'allumage ici qui va générer l'arc électrique. L'arc qui va permettre de créer une étincelle dans la partie rampe du brûleur. Là vous allez avoir en fait le retour de flamme qui va se faire sur cette sonde qu'on appelle une sonde de ionisation, qui va détecter simplement une présence de flamme à l'intérieur de la chambre de combustion avec le brûleur que je vais retirer le joint, tout d'abord le joint délicatement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est regarder l'état du joint. Voilà, c'est important. S'il est craquelé, il faut le faire remplacer. Et pour le faire remplacer, vous mettez à l'arrêt la chaudière pour le faire remplacer parce que un joint cassé ou fissuré comme cela génère une déperdition d'air donc, et de gaz, hein, vers l'extérieur. Donc potentiellement dangereux lorsqu'on rentre dans un espace confiné, fermé, comme un local de chaufferie par exemple, qui potentiellement, pour X raisons, pourrait être mal ventilé. Donc si toutefois vous avez un dysfonctionnement sur le brûleur et que déjà au niveau de l'apport air gaz, grâce à un joint qui n'est pas étanche, vous allez perdre déjà au niveau du rendement de la flamme et du coup vous allez générer une mauvaise combustion. Donc seconde chose à vérifier, c'est la chaussette qui entoure le cylindre du brûleur. Donc là vous avez le brûleur. Ça c'est un brûleur. Ok. Donc sur ce brûleur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une chaussette autour. C'est grâce à cette chaussette que la flamme reste figée, fixée, peut rester fixée sur la rampe, c'est-à-dire sur le cylindre. Donc si on retire ce cylindre, la flamme ne pourra potentiellement pas s'accrocher dessus. Ok? Donc, on regarde bien la forme du cylindre, si elle est bien cylindrique, si elle n'est pas déformée. Avec le temps, ça se déforme, parce que c'est une matière, à un moment, avec le temps, n'a plus les mêmes propriétés. Donc, on regarde ça, et ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas d'espace sur différents points. Voilà, c'est propre. Donc, je vous explique, c'est que ça vient par-dessus, comme ça. Entre deux, il y a le joint, hein, le joint que je vous ai montré. Voilà comment ça se présente comme ça dans le brûleur. Donc, vous allez avoir l'arc qui va se faire ici, sur ces deux organes-là. On va avoir une étincelle qui va se créer ici, une grosse étincelle. Ensuite, ici, tout le long de la rampe, on va avoir du gaz qui va sortir, finement mais sûrement. Donc, une flamme va se produire autour de ce cylindre, en petite quantité, donc une petite flamme, que lui va pouvoir détecter, parce qu'il va avoir un retour de courant ici. Et lorsque lui va détecter que la présence de la flamme est bien présente sur la rampe, donc sur le brûleur, potentiellement,
le manager de combustion va, lui, donc l'automate programmable, va déterminer que le brûleur est en fonctionnement. Et du coup, on peut passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être augmenter la puissance de la flamme par rapport à la demande désignée sur le régulateur programmable. Donc à ce moment-là, la flamme qui était toute petite au départ va commencer à prendre du volume petit à petit jusqu'à être un peu plus grande. Donc au maximum de sa puissance, donc de son volume. Et donc, on va avoir un fonctionnement normal de la chaudière et du brûleur. Si toutefois la flamme venait à se former et que lui ne détectait pas cette flamme, vous aurez un défaut de ionisation, donc défaut à l'allumage du brûleur. Défaut d'allumage. Défaut d'allumage, ça veut dire simplement, soit l'électrode ici n'a pas arqué correctement pour potentiellement déclencher la flamme autour du brûleur, ou alors, lui, il a bien fait son travail et que la flamme s'est bien déclenchée autour du brûleur, mais en revanche, lui ne l'a pas détecté. Donc, soit deux choses. Soit la sonde récepteur est obstruée de pas mal de particules empêchant le contact direct avec la flamme, une chose, ou alors la flamme présente sur le cylindre ici n'est pas assez importante pour atteindre la ionisation ici. OK? Ou alors un oubli au niveau du raccordement électrique de votre centre de ionisation lorsque vous avez pu potentiellement le remonter, ou alors intervenir sur X raison, vous avez dû débrancher sans faire attention, ou X, voilà, ça peut arriver. Donc tout cela se vérifie, ok? Donc ça c'est un premier diagnostic qu'on fait. Mais si vous êtes sûr que tout est ok et que vous avez toujours ce défaut, ça veut simplement dire que l'apport de gaz dans votre brûleur ici n'est pas assez suffisant pour venir influencer cette sonde en lui disant qu'il y a de la flamme. Même si éventuellement vous le changez, vous le remplacez, et qu'en le remplaçant, vous vous apercevez que le problème est toujours présent. Donc, ça veut simplement dire que le débit gaz associé au débit d'air qui passe dans cette chambre de combustion et qui atterrit sur le brûleur n'est pas homogène et n'est pas favorable pour le gaz. Ok? On est en excès d'air, donc potentiellement l'air est supérieur au volume de gaz qui sort sur le brûleur, et donc potentiellement la flamme n'a pas assez de valeur en termes de pouvoir de gaz pour générer un contact avec la ionisation, cette centre de ionisation ici. D'accord? Là, à côté ici, vous allez avoir ce qu'on appelle le viseur. Le viseur, c'est ce qui permet de vérifier que la flamme est bien présente dans la chambre de combustion. OK? Voilà ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc là, je vais vous poser tout ça. Je vais simplement vous montrer. Alors là, au niveau du ventilateur, là, vous allez venir mettre le ventilateur. Pareil, vous vérifiez que le joint soit bien intact, bien propre. OK? Et que lorsque vous allez... Bon, moi, en l'occurrence, le ventilo que j'ai retiré, elle est HS. Donc là, l'idée, c'est de le remplacer. Donc, voilà. Voici le nouveau ventilateur que j'ai ici. Donc, étant donné que mon brûleur, il va être dans ce sens, ok? Mon ventilateur, il va venir s'associer par rapport à la forme de mon joint ici, ok? Donc, même si le joint il est mis à l'envers, il ne peut pas être mis à l'envers parce que vous avez une forme géométrique sur le châssis que vous avez qui est associé à votre colonne d'admission Airgas, ok? Il y a une forme géométrique que vous aviez ici. Ça fait un genre de fenêtre, une petite fenêtre. Donc voilà, le joint doit s'adapter à la petite fenêtre que vous avez là. Ensuite, vous venez, pareil, hein, regardez mon ventilateur, il y a une forme de fenêtre. Donc, c'est les deux mêmes formes, ok? Donc, vous venez simplement accoupler les deux formes ensemble, comme ça.
Voilà. Bam. Et là, vous avez l'assemblage de votre ventilateur et de votre colonne d'admission air-gaz. OK? Donc là, vous assemblez les deux. D'accord? Donc, vous prenez ensuite les vis, les boulons que vous avez pu mettre sur le côté. C'est des boulons de 13. Hein. Donc, vous venez mettre vos 4 boulons de part et d'autre. Voilà, pour bien maintenir votre ventilo en place. Voilà. Donc là, on va bien mettre. Ok. Voilà. Une fois que ça c'est mis, vous venez remettre votre brûleur ici. Voilà, vous prenez votre brûleur, vous l'introduisez. Après avoir fait un petit léger coup de soufflette dessus, là, il n'y a pas besoin. Donc vous avez une petite soufflette, vous soufflez dessus pour simplement dépoussiérer la chaussette. Ensuite, vous le remettez en lieu et place. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous montrer l'intérieur de la chambre de combustion. C'est très important. Donc, ici, voilà comment est constituée la chambre de combustion. Donc, c'est simplement des éléments, plusieurs éléments attachés ensemble, entre elles, voilà, ici, qui font la puissance de votre brûleur, votre chaudière, pardon. Donc, plus vous avez d'éléments, plus vous avez de la puissance. Ce qui définit une puissance, ça va être le volume d'eau qui va être à l'intérieur de ces éléments. D'accord? Donc, plus vous allez avoir un certain volume d'eau dans l'élément, plus cette puissance va être plus ou moins importante. Okay? C'est chaque élément détermine une puissance. Okay? Donc là, l'élément est donné. Donc il faudrait, par rapport à la plaque fabricant, signalétique fabricant, ça va vous donner en fait la puissance pour les 3 éléments qu'il y a ici. Donc la puissance du brûleur. Enfin, de la chaudière, pardon. Donc là, malheureusement, j'ai pas la plaque signalétique devant moi. Donc pour moi, voilà, ça c'est un brûleur qui fait 100 kg. 120 kW. C'est un brûleur de 120 kW. Donc c'est assez petit, mais c'est assez suffisant parce qu'on en a 2. Donc les deux, on a 240 kg. 240 kg pour un petit bâtiment, ça va suffisamment. Donc en plus de ça, on additionne d'autres sources d'énergie à côté, qui est le solaire. Donc voilà, ça suffit largement. Sachant que ici on fait de la production d'eau chaude avec un stockage ballon assez conséquent. Donc là, on joue plutôt sur un rapport volume-puissance en fait. Donc, étant donné qu'on a un volume important sur le primaire de stockage, donc la puissance potentiellement peut ne pas être aussi élevée. Donc ça suffit largement pour générer 80 degrés dans le ballon de stockage primaire qu'on va pouvoir optimiser et potentiellement produire une source de chauffage pour réaliser la production de chauffage et de l'eau chaude pour ce bâtiment. Okay. Donc là, on vient bien regarder, hein, on a des empreintes ici, des petites tiges en métal qui permettent de bien positionner le brûleur dans son emplacement. Ok, c'est très important. À la suite de ça, on va prendre le fameux joint, hein, le joint dont je vous ai parlé. Hein. Pareil, hein, on a les formes dessus, donc différentes formes. Hein. Donc, on va adapter les formes en fonction de ce qu'on a face à soi-même. Donc, du coup, on va venir mettre le joint par rapport à la forme qu'on a devant nous. Voilà. Une fois que le joint est bien placé, ok. Voilà.
Une fois que le joint est bien placé, ben, du coup, on va pouvoir éventuellement venir remettre notre brûleur en lieu et place. Ok. Enfin, notre rampe avec le ventilateur en lieu et place. D'accord. Je vais simplement rapprocher la caméra pour vous montrer un petit détail très important. Voilà, c'est ces picots-là qu'on voit. Donc, c'est des empreintes qui permettent d'adapter le joint vraiment en lieu et place avec des formes bien définies que vous avez sur les côtés. Donc, la forme cylindrique pour la partie principale qui est ici. Donc, la sortie d'air et gaz dans la partie brûleur. Ensuite, vous allez avoir le kit électrode d'allumage ici et la ionisation qui vont s'adapter à ces deux orifices là. Donc chacun va aller à son emplacement de base. Hein. Donc après ça, on va venir ouvrir ici. On va venir ouvrir de façon à nettoyer l'échangeur de fumée qui est ici, en enlevant les 3 plaques en façade là et en agissant avec de l'eau, uniquement avec de l'eau, rien de plus. Après, si vous avez un produit adapté pour de la fente d'aluminium, vous pouvez l'utiliser. Mais si toutefois vous n'avez aucun produit et vous voulez nettoyer efficacement votre corps de chauffe, vous utilisez de l'eau. De l'eau, ensuite vous laissez sécher un peu et là vous remontez tout avant de remettre tout en service. Il faut savoir que c'est un corps de chauffe qui est conçu pour absorber des chocs thermiques. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il ne va pas se casser, il ne va pas se fissurer. Mais il va juste falloir, lorsque vous allez démarrer votre chaudière, ne pas aller chercher tout de suite la grande puissance pour éviter aussi un delta trop important entre le corps de chauffe qui est à froid avec la présence de l'eau que vous avez rincée et les éléments, et la source de chaleur qui va être délivrée par votre brûleur. Donc, il faut d'abord aller crescendo, donc mettre la chaudière, plutôt le brûleur en petite allure, ok. Ensuite, ou alors faire des démarrages par intermittence. On démarre, dès lors que le brûleur veut passer en seconde en grande puissance, là, on peut l'arrêter, attendre quelques secondes, redémarrer à nouveau, juste le temps de bien sécher l'humidité qu'il y a dans le corps de chauffe dans un premier temps, parce que ce n'est pas l'humidité qui est générée par la chaudière au départ, d'accord? Donc c'est très important, ok? Ce n'est pas de l'humidité liée à l'acidité produite par la condensation, ça n'a rien à voir. C'est de l'eau qu'on apporte, c'est une source d'eau externe qui peut être plus ou moins calcaire, si vous voulez. Et donc, du coup, pour cela, il ne faut pas favoriser la stratification dans le corps de chauffe. Que le calcaire n'ait pas la possibilité de se déposer sur les parois de votre corps de chauffe lorsque vous allez remettre votre chaudière en service. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment faire attention sur ce principe-là. Donc, laver à l'eau, il n'y a pas de souci. Voilà. Et si éventuellement vous avez de l'eau adoucie, pourquoi pas? Vous pouvez toujours le laver avec de l'eau adoucie aussi, hein, votre corps de chauffe. Hein. Voilà. Et après, vous remettez tout en service. Ou alors, vous laissez le temps que l'eau puisse s'évacuer un peu avant de passer sur la phase de démarrage complète, quoi, totale. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais retirer ces plaques, donc ça va être un peu dur, hein, parce que si vous voulez, en fait, comme il y a un joint autour et que derrière j'ai pas eu à l'enlever depuis un certain temps, il n'a pas été disons démonté, et aussi la chaleur qui fait potentiellement permet de le rendre étanche à 100%, bien sûr, mais permet aussi de dilater la chaleur qui est produite par le brûleur, fait dilater les éléments. Donc c'est pour ça que certains éléments rentrent en contact, se figent, et pour cela, il faut prendre un petit tournevis
un tournevis plat de préférence, hein, pour dégager, si vous voulez, les éléments du châssis, comme ça va être le cas ici. Voilà, vous voyez. Donc là, voilà, un petit coup de tournevis, regardez. Hop, voilà, il y a tout qui est là. Donc on peut constater que le joint doit être changé, parce qu'une fois que c'est enlevé, ben, il faut le changer, hein. Et là, on peut voir les éléments ici, hein, bon, qu'on va pouvoir laver. Et avec un couteau de ramonage, on va pouvoir étrangler l'intérieur du... On va pouvoir tringler l'intérieur de l'échangeur des fumées pour enlever un peu les particules blanchâtres qu'on peut constater en façade là. Donc, ces petites particules là. Voilà. Voilà, les amis.